Bonjour et bienvenue dans Entre Générations. Certains chassent les cyclones ou les tornades et d'autres les centenaires. Pour en parler, je reçois mes invités. Michel Poulain, vous êtes démographe et professeur émérite. Bonjour professeur. Bonjour. Geoffrey Blin, enseignant-chercheur en urbanisme au laboratoire ESPI2R, l'ESPI, et vous êtes également co-auteur du livre Les grandes notions de l'urbanisme pour les métiers de l'immobilier chez Duno. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Et Léa Delefortrie, vous êtes chef de projet chez Domilia Conseil. Bonjour. Bonjour. Alors professeur, au début des années 90, vous avez découvert ce qu'on appelle les zones bleues. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Alors les zones bleues, ce sont des régions du monde où les gens, les personnes vivent le plus vieux. Donc nous avons découvert ces zones tout d'abord en Sardaigne. En 2000, nous avions identifié donc la première blue zone de Sardaigne. Et pour vous donner une idée, dans le village de Villagrande, qui fait environ 2500 habitants, il y a eu 60 centenaires. Ah, c'est énorme. Et dans ces 60 centenaires, il y avait 30 hommes et 30 femmes. Alors là, c'est exceptionnel. Donc messieurs, si vous voulez vivre longtemps, c'est peut-être l'endroit où il faut aller, mais je ne le conseille quand même pas, parce que il paraît que les femmes dans ce village sont tellement protectives pour leurs hommes que les hommes, ils survivent, ils sont protégés à tout bout de champ. Voilà. Mais plus sérieusement, quels sont les facteurs de longévité dans ces zones, Eh bien, dans ces zones-là, on a identifié, en fait, parce qu'on a identifié 5 zones bleues, qui sont donc la Sardaigne, Okinawa, Ikaria, Nicoya et récemment la Martinique. Et donc, on a regardé quels étaient les traits communs des populations de ces zones-là. Et c'est évidemment très clairement la nourriture. Oui. Nourriture locale, nourriture saisonnière, pas nécessairement du jeûne, pas nécessairement des choses. Ne pas manger de trop. Les gens de Kinawa disent 80% de votre estomac. Et éviter, si possible, le plus la nourriture industrielle qui perturbe réellement nos... Toute la nourriture ultra transformée. Voilà, c'est ça. Alors le deuxième élément, c'est l'exercice. Ouais, mais l'exercice naturel, pas l'exercice est vraiment poussé dans les vitesses et tout ça. C'est vraiment, au cours de sa vie, bouger sans arrêt. Le troisième, c'est la relation familiale. Il faudrait voir ces relations familiales. Il n'y a pas de maison de repos dans certains villages des Blue Zones parce que on prend vraiment attention des aînés. Et si l'aîné n'a pas des enfants pour s'en occuper, ce sera un neveu, une nièce et ainsi de suite qui vont s'en occuper. Donc pas de maison de repos. Alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un niveau communautaire qui soutient la longévité avec des peintures murales. Solidarité en fait. Ah oui, on fait des fêtes de longévité, voilà, c'est tout ça. Et ils sont vraiment stimulés. Les personnes âgées ne sont pas exclues de la société à ce moment-là. Bon, on a aussi parlé du respect de la planète, mais aussi, chose importante, d'avoir un objectif dans la vie. Que chaque jour qu'on se lève, on ait quelque chose à y faire et pour aider les autres, c'est s'orienter vers les autres. Et j'imagine qu'on n'a pas de zone bleue en France, à Lyon par exemple. Alors, on n'a peut-être pas de zone bleue en Lyon, mais je viens d'entendre un ouï dire juste dans l'heure qui précède que sur l'île Dieu, il y aurait peut-être beaucoup de centenaires. Donc, je vais encore aller faire un tour par là. Alors, peut-être aller voir. Après, on peut travailler sur les questions liées à l'urbanisme. Et il y a un concept qui s'appelle l'urbanisme favorable à la santé. Je sais que vous avez beaucoup travaillé dessus. Geoffrey Blin, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors l'urbanisme favorable à la santé, c'est une méthode, c'est aussi une démarche qui, en fait, c'est imaginé à la croisée de 3 grands enjeux. L'urbanisation de nos territoires, les expositions à des différentes nuisances et puis tous les enjeux de santé publique comme le vieillissement de la population, etc. Et le changement climatique. Donc ces 3 grands enjeux sont à la base de l'urbanisme favorable à la santé. Et donc cette démarche a pour objectif vraiment de promouvoir la santé et le bien-être dans les aménagements urbains, dans la planification urbaine. Puis il y a des choses qui rentrent en résonance avec ce qui vient d'être dit, puisque par l'urbanisme, on peut aussi favoriser l'activité physique, les déplacements actifs. On peut favoriser aussi la mise en place de parcs, d'espaces de récréation, donc pour faire du sport, pratiquer du sport dans la ville. Puis aussi, on peut favoriser une certaine alimentation saine en essayant de promouvoir des établissements qui vendent ou qui transforment des produits locaux sur des circuits courts. Vous travaillez, Léa, plus spécifiquement sur l'urbanisme favorable au vieillissement. Ces 2 concepts qui sont très étroitement liés, puisque l'idée est de pouvoir un certain nombre d'objectifs qui répondent à l'urbanisme favorable à la santé, répondent aussi à l'urbanisme favorable au vieillissement. Et c'est
de plus en plus important aussi de pouvoir prendre en compte ces enjeux-là. Sur le plan démographique, parce qu'on est en pleine transition démographique. Aujourd'hui, les Français vieillissent. Demain, en 2040, on sera un Français sur 3 âgé de plus de 60-65 ans. Donc forcément, c'est des enjeux qui vont devenir grandissants et il faut aussi pouvoir adapter les territoires aux personnes âgées et répondre à leurs fragilités. Alors globalement, on a souvent 3 types de fragilité. Donc fragilité cognitive, sensorielle et physique, et on voit à travers ces 3 types de fragilité-là qu'on intègre les personnes âgées, mais que derrière on intègre aussi l'intégralité des usagers, qui soient en situation de handicap, fragilité temporaire ou plus permanente. Quand on œuvre en faveur, on met en place des éléments d'urbanisme favorable à la santé et au vieillissement, derrière c'est tous les Lyonnais qui sont concernés. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Ils ont été récompensés le mois dernier dans le cadre des Défis d'Or qui se tenaient dans le cadre du défi autonomie à l'Opéra de Lyon. Et c'est avec plaisir que nous recevons sur le plateau d'Entre Générations Pascal Montabrin, vous portez le projet Calme. Bonjour. Bonjour Pierre-Marie. Manon Gouin, l'opération Rêve de Senior. Bonjour Pierre-Marie. Et Yacine El Kourachi, vous êtes étudiant à l'IAE de Saint-Étienne. C'est ça, c'est exact. Première question sur Rêve de Senior. On en avait parlé dans une précédente émission d'Entre Générations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même ce que c'est que Rêve de Senior ? Oui, bien sûr. Alors, Rêve de Senior, c'est une opération qui a été créée en 2020 et qui vise à permettre à des personnes de 60 ans et plus de réaliser un rêve qui leur tient à cœur. Donc, on a des rêves très variés. On a eu des sauts en parachute. On a des rêves plutôt culturels, par exemple, récemment dans les coulisses du Vendée Globe. Et l'objectif, c'est de refléter toute la diversité des personnalités des seniors, tous leurs goûts qui peuvent être très variés, tout comme chez les personnes de 20 ans, 30 ans. On garde toutes nos personnalités quand on est senior et c'est ça qui nous tient à cœur de montrer. Et nos amis lyonnais qui souhaiteraient réaliser leurs rêves, comment est-ce qu'ils doivent faire ? Alors, je les invite à aller sur le site rêvedesenior.fr avec un S à rêve, un S à senior. Et il y aura un formulaire où ils peuvent remplir simplement en quelques lignes leurs rêves. Et puis ensuite, mon équipe, on va les recontacter, leur poser un peu plus de questions. Ensuite, leur rêve est présenté à un comité de seniors qui ont eux-mêmes réalisé des rêves avec nous. Et c'est ce comité qui va décider des rêves qu'on va réaliser à la fin. Oui, parce que c'est complètement gratuit. En fait, c'est comme un concours d'une certaine manière. C'est ça, exactement. On a différents partenaires qui nous soutiennent pour permettre à l'opération d'exister. Et oui, c'est complètement gratuit pour les participants. Eh bien, merci beaucoup. Pascal, vous, c'est le projet Calme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Calme dans toutes ses dimensions. En fait, Calme, c'est comme à la maison, ensemble. Et c'est un projet qui a pour but d'accueillir des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés dans un logement, en colocation, à 8 personnes. Et où est-ce que vous en êtes ? Alors le projet, il est né en 2016, ça fait déjà quelques années. 10 ans sans doute nous permettra enfin de voir la Maison Calme se réaliser. Et il est né simplement parce que nous étions toute une équipe à travailler en EHPAD, animateurs, aides-soignants, ergots, médecins, etc. Et suite à un voyage qu'on avait organisé où on invitait donc que des personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer à participer à ce voyage dans un site extraordinaire qui était un gîte dans la Drôme, on s'est aperçu qu'ils étaient complètement différents dans leur quotidien, qu'ils avaient retrouvé tous ces gestes qui souvent n'existaient plus à l'EHPAD, avaient disparu, et ce côté vivre ensemble tout simplement. Donc en fait, on s'est dit à partir de là, il faut qu'on fasse quelque chose. On s'est renseigné à droite à gauche, on a regardé et on a trouvé la solution qui était de les faire vivre simplement en colocation. Dernière question, c'est pour vous Yacine. Vous êtes jeune étudiant à l'IAE de Saint-Étienne. Comment est-ce comment des jeunes comme vous, parce que vous étiez tout un groupe à présenter ce projet, s'intéressent au vieillissement et qu'est-ce que vous en retirez ? Eh bien, pourquoi on s'intéresse au vieillissement ? Déjà, c'est parce que ça fait partie, si vous voulez, de notre cursus. On est en Master MOS, donc qui forme les cadres et dirigeants dans le sanitaire et médico-social dans la région stéphanoise. On est beaucoup à être en EHPAD et en fait, notre projet, il part donc du constat que voilà, en EHPAD, il n'y a pas forcément de vêtements adaptés pour les résidents. Quand ils sont en perte d'autonomie, malheureusement, ils sont contraints parfois d'abandonner des vêtements qu'ils affectionnaient. Et donc nous, on est venu avec cette idée de leur apporter une solution, à la fois pour le résident, donc de leur redonner leur identité vestimentaire, donc ça a une dimension, si vous voulez, thérapeutique et non médicamenteuse. Et pour le soignant aussi, c'est vraiment une plus-value parce que ça leur permet, eux qui passent beaucoup de temps sur l'habillage et le déshabillage, de rendre plus facile. Donc en fait, on adapte les vêtements avec des couturières bénévoles qui font des ouvertures plus larges, des choses comme ça, qui permettent de rendre le vêtement plus pratique. Et ce qu'on en retire, si vous voulez, c'est beaucoup d'humain,
beaucoup de recul et cette, si vous voulez, pour notre profession plus tard, parce qu'on est amené à diriger des établissements, donc parfois des EHPAD, c'est vraiment de se dire que l'EHPAD, c'est pas un lieu où quand on y rentre, c'est pour finir sa vie sans rien faire. On peut toujours être actif, on peut toujours être acteur, et c'est ça en fait le message qu'on voudrait faire passer. C'est pour ça qu'on mène ce projet. Très bien, merci beaucoup et à bientôt.